Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je suis évidemment ravi de vous retrouver pour cette soirée d'Unipop Histoire. Nous sommes dans la formule Unipop Histoire de ville en ville, donc en direct de 30 cinémas. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Antoine Mondaz. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes depuis longtemps un habitué du Jean Eustache, si je ne m'abuse, spécialiste des grandes démocraties comme la Corée du Nord, la Chine, et plus sérieusement, donc directeur de programme de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous nous expliquerez peut-être exactement en quoi cela consiste. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Vos recherches donc portent sur la politique étrangère de la Chine, sur Taïwan, la Corée, les questions stratégiques dans l'Indo-Pacifique. Et puis, vous avez bien sûr beaucoup publié d'articles. Vous intervenez dans certains films, et notamment dans le documentaire qui a été et qui va être présenté ce soir, donc Le Monde de Xi Jinping. Voilà, merci beaucoup de votre venue à Pessac, et donc à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de revenir au Jean Eustache. J'ai grandi à Mérignac, dans la ville juste à côté. Donc c'est toujours un plaisir de revenir faire des conférences dans les endroits qu'on connaît bien. L'idée était de revenir pendant 1h15 avant de répondre aux questions que vous pourriez avoir à la politique étrangère de la Chine, à ses spécificités depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, à l'automne 2012, même s'il n'est devenu président de la République populaire de Chine qu'en 2013, et de revenir sur les grands axes de la politique étrangère chinoise. Pour commencer, peut-être évoquer quelque chose de l'actualité. C'est toujours et souvent plus intéressant et plus facile. C'est la visite du nouveau ministre des Affaires étrangères chinois, Qin Gang, en Afrique. Il arrive de Washington, il était ambassadeur pour Pékin aux États-Unis, et il a entamé une première tournée en Afrique, qui est une tournée traditionnelle de la diplomatie chinoise depuis maintenant 33 ans, puisque depuis 1991, il y a en début de l'année, au mois de janvier, une tournée du ministre des Affaires étrangères chinois en Afrique. Il se rend cette année en Éthiopie, au Gabon, en Angola, au Bénin, en Égypte, au siège de l'Union africaine, au siège de la Ligue des États arabes. Son prédécesseur Wang Yi, dont on reparlera dans quelques instants, s'était rendu l'année dernière, malgré le Covid, en Érythrée, au Kenya, aux Comores, en 2021 au Nigeria, au Tanzanie, en République démocratique du Congo, au Botswana, aux Seychelles. Tout ça pour vous souligner la vigueur et le dynamisme de la diplomatie chinoise, qui se traduit par la multiplication de ces sommets et surtout un activisme extrêmement important dans le monde, et notamment sur le continent africain. La Chine en Afrique aujourd'hui, c'est le premier partenaire commercial du continent, avec un commerce bilatéral qui s'est établi en 2021 à 250 milliards de dollars. Pour vous donner une idée des ordres de grandeur, c'est 20 fois le commerce bilatéral entre la Chine et l'Afrique d'il y a 20 ans. Et alors qu'aujourd'hui, la Chine représente 26% du commerce extérieur de l'Afrique, c'est seulement 6% pour les États-Unis. Donc le commerce sino-américain est aujourd'hui quasiment 5 fois plus important que le commerce américano-africain. Et la Chine est devenue également la première source d'investissement dans le continent africain, avec plus de 100 milliards de dollars investis ces 10 dernières années. Donc on a un dynamisme économique, mais le dynamisme, il n'est pas que économique, il est évidemment politique, et il est même militaire. Et l'Afrique, en réalité, est un exemple extrêmement intéressant pour parler de l'internationalisation de l'armée populaire de libération et de l'internationalisation des intérêts sécuritaires de la Chine. 4 dates pour cela. 2008, la Chine commence à mener des premières opérations de lutte contre la piraterie au large du golfe d'Aden, donc au large de la Somalie. Il y en a eu des dizaines et des dizaines depuis. En 2011, pour la première fois, la Chine réalise une opération d'évacuation de ses ressortissants. Elle les évacue de Libye
C'est des opérations sans précédent. Plus de 35 000 Chinois sont évacués en l'espace de quelques jours. Alors la Chine n'était pas seule, elle a eu le soutien des marines européennes, mais c'était la première fois que la Chine parvenait à évacuer aussi vite, autant de monde, aussi loin des côtes chinoises. 2014, pour la première fois, la Chine envoyait des troupes combattantes dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Pour faire simple, dans les casques bleus, soit vous envoyez des personnes issues du génie civil, de la police, soit vous envoyez des militaires, entre guillemets, combattants. La Chine, des années 90 à 2014, n'envoyait que du génie civil ou des officiers de police. Elle envoie depuis 2014 et une opération au Mali, des troupes combattantes. Et puis 2017, une date extrêmement importante, puisque c'est l'inauguration de la première base militaire chinoise à l'étranger, à Djibouti, que vous avez sur la carte. Une base extrêmement importante. Alors c'est non seulement la première, mais elle est capable d'accueillir des milliers de soldats chinois, même si aujourd'hui il n'y a pas, entre guillemets, 8 000, 9 000, 10 000 soldats, comme certains l'avaient anticipé il y a 5 ans. Il y a quelques milliers de soldats, mais ce qui est très important, c'est notamment les travaux qui ont été réalisés. Vous le voyez sur la carte, donc en haut à gauche, c'est ce nouveau quai pour que des navires de plus gros tonnage puissent accoster à la base chinoise, et notamment potentiellement dans les années à venir, pas forcément un porte-avions, mais au moins des porte-hélicoptères amphibies, l'équivalent en France, par exemple, de ce qu'on appelle les PHA de classe Mistral. Donc, extrêmement intéressant de voir que l'Afrique, y compris dans les aspects sécuritaires, est capable de symboliser, de représenter cette évolution de la politique étrangère chinoise. Et l'Afrique, c'est très important puisque 80% des casques bleus chinois y sont déployés, 20% dans le reste, un tout petit peu au Moyen-Orient et un tout petit peu en Asie du Sud-Est. Mais l'Afrique, c'est également l'institutionnalisation de cette coopération. Et après avoir parlé d'économie, des questions sécuritaires, il y a aussi la question des grands forums, on en reparlera dans l'heure qui vient, et notamment ce forum sur la coopération sino-africaine, qui a été inauguré en 2000. Entre 2000 et 2020, la Chine affirme qu'elle a construit plus de 15 000 km de routes et de voies ferrées, plus de 80 centrales électriques, plus de 170 écoles, et qu'elle aurait formé plus de 150 000 professionnels africains en Chine ou à l'étranger, c'est-à-dire sur le continent africain. Et donc, à travers l'institutionnalisation de ces grands sommets, de ces coopérations, que ce soit à travers les routes de la soie qui étaient mentionnées dans le documentaire ou à travers d'autres initiatives, on a un accroissement donc, de cette coopération internationale de la Chine. 2 nouveaux concepts. Alors, le documentaire qui date, la première version de 2018, qui a été modifiée, ajoutée, entre guillemets, augmentée en 2021, évoque évidemment les routes de la soie. J'y reviendrai peut-être rapidement plus tard. Mais si vous voulez, les 2 grands concepts chinois actuellement mis en œuvre par le gouvernement, c'est ce qu'on appelle l'initiative de développement global, présentée par le président Xi Jinping lors de l'Assemblée générale de l'ONU en 2021, et l'initiative de sécurité globale, présentée en avril 2022 dans le contexte de la guerre en Ukraine. On y reviendra dans quelques instants. Donc, le chapitre africain, entre guillemets, pour un peu symboliser et pour faire une introduction sur l'évolution de cette politique étrangère de la Chine. Mais on ne peut pas parler de politique étrangère de la Chine si on n'a pas conscience de 2 éléments évidemment structurants. Le premier, c'est ce que certains appellent l'émergence ou la réémergence de la Chine. Et le deuxième, c'est la centralité du parti. Alors évidemment, le documentaire parle de Xi Jinping, j'en parlerai, mais je me concentrerai également sur le Parti communiste chinois, puisqu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui le fonctionnement politique de la Chine, on ne peut pas comprendre la politique étrangère de la Chine si on ne comprend pas le fonctionnement également du parti. Alors assez rapidement sur l'émergence ou la réémergence de la Chine. Cette émergence, elle s'appuie avant tout sur le formidable développement économique de la Chine depuis la fin des années 70, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réforme et l'ouverture, accélérée considérablement à partir du début des années 2000, et notamment l'entrée de la Chine à l'OMC, c'était en 2001. La Chine aujourd'hui, c'est la seconde économie au monde
en termes de PIB nominal. Si on travaille en PIB pouvoir d'achat, la Chine serait déjà devant les États-Unis. Mais c'est surtout la première puissance manufacturière, la première puissance commerciale, le second marché en termes de biens, la première puissance en termes d'investissement direct étranger investi donc sur son territoire, et la première puissance en matière de réserves de change. On est à des réserves de change à peu près à 3 300 milliards de dollars en ce moment. Donc on a une croissance chinoise qui évidemment permet à la Chine d'avoir une politique étrangère plus active, mais qui force également la Chine à avoir une diplomatie étrangère plus active, puisque la multiplication des intérêts de la Chine à l'étranger la conduit, et c'est tout à fait normal, d'être beaucoup plus active. Mais cette économie chinoise, aujourd'hui, elle représente à peu près 18% de l'économie mondiale. Les États-Unis en représentent 25%. Mais ce qui est intéressant, c'est de bien réaliser que certaines provinces chinoises ont la taille aujourd'hui de grandes économies. Par exemple, la province du Guangdong, qui est cette grande province du sud de la Chine, donc avec pour sa capitale Canton, donc la grande province qui est à côté de Hong Kong et de Macao, a le PIB de l'Italie. Le Jiangsu, la seconde province en Chine, c'est-à-dire la province qui se trouve vers Shanghai, a également le PIB de l'Italie. La province, en tout cas la municipalité, pour être plus exact, de Pékin. Alors, vous avez en Chine plusieurs municipalités, c'est-à-dire des grandes villes qui ont quasiment le rang de province, Pékin, Tianjin notamment, Shanghai, Chongqing. Pékin a le PIB de l'Argentine. Et même si on prend des provinces moins développées, comme le Xinjiang, vous avez l'économie du Portugal. Donc vous avez aujourd'hui une économie chinoise qui évidemment permet à la Chine, dans les autres domaines, d'avoir de plus en plus de capacités. Et par exemple aujourd'hui, la Chine est de loin la seconde puissance militaire mondiale en termes de dépenses. On est à peu près à 300 milliards de dollars dépensés. La Chine aujourd'hui dépense davantage que l'ensemble de ses voisins réunis. Alors je mets la Russie et les États-Unis de côté, mais si vous prenez le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, l'Inde, l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est et Taïwan, la Chine dépense davantage. Évidemment, ce budget, il est rendu possible par le développement économique de la Chine, alors même qu'il n'y a pas forcément d'effort particulier. C'est-à-dire que la part des dépenses militaires par rapport au PIB n'a pas foncièrement augmenté, ce qui voudrait dire que si la Chine avait besoin demain d'augmenter ses dépenses militaires, elle pourrait certainement le faire plus facilement que d'autres pays. La Chine aujourd'hui dépense à peu près 2% de son PIB pour ses capacités militaires, pour son budget militaire. Les États-Unis sont plutôt à 3,5%, par exemple. Surtout, on le voit dans certains domaines, la Chine, par exemple, a des capacités considérables. Désormais, si on parle ne serait-ce que de la marine, en matière de tonnage, en l'espace de 20 ans, la marine chinoise a un tonnage multiplié par 2,5. L'année dernière seulement, la Chine a mis à l'eau, en tonnage, l'équivalent de la flotte française. Alors, il faut dire que l'année dernière, un porte-avions est sorti du chantier naval. Mais tout de même. Donc, en une année, la Chine a mis à l'eau l'équivalent en tonnage de la flotte française. Alors, on compare souvent aux États-Unis. La Chine, aujourd'hui, a la première marine au monde. La marine en termes de nombre de navires, même si les États-Unis sont encore loin devant en matière de tonnage. C'est-à-dire que la Chine a beaucoup de navires, mais pas forcément des navires extrêmement massifs. Elle a peu de porte-avions. Elle n'en a que 2,5, enfin 2 et un troisième qui viennent d'être mis à l'eau. Les Américains en ont 10 ou 11. En matière de porte-hélicoptères amphibies et autres, la marine américaine est encore loin devant. L'armée chinoise, elle se modernise également. Elle se modernise extrêmement rapidement. Elle est mieux dotée. Elle se réorganise et elle réduit ses effectifs. Juste un ordre de grandeur. En 1975, l'armée chinoise était composée de 6 millions de personnes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 millions. Cette modernisation, elle est institutionnelle. Vous le voyez sur l'infographie derrière moi. Ont été créées, par exemple, ces dernières années, 3 branches nouvelles. L'armée de terre, la force de soutien stratégique et la force de soutien logistique. Alors, vous allez peut-être trouver ça un peu contre-intuitif
qu'une armée de terre ait été créée seulement en 2015. En réalité, un état-major de l'armée de terre a été créé il y a quelques années. Auparavant, il n'y en avait pas parce que l'armée populaire de libération, fondée en 1927, était historiquement une armée de terre. Donc vous aviez en réalité une armée de terre avec une marine et une armée de l'air. Aujourd'hui, vous avez une armée plus moderne, sur le modèle des armées occidentales, avec une armée de terre, une marine, une armée de l'air, une armée des lanceurs. La traduction en français laisse parfois à désirer, mais c'est-à-dire une armée qui dispose de l'ensemble des capacités balistiques de la Chine, en tout cas d'une grande partie des capacités balistiques, et puis deux forces de soutien, une force de soutien stratégique qui s'occupe du cyber et du spatial, et une force de soutien logistique qui est chargée notamment de faciliter la dispersion et le transport des troupes, notamment entre les différentes régions militaires, c'est ce que vous avez en bas à droite, qui ont été réorganisées. Et cette force de soutien logistique, on l'a beaucoup vue, par exemple, il y a 3 ans, en janvier 2020, puisque c'était la force de soutien logistique de l'armée populaire de libération qui était chargée d'approvisionner Wuhan et d'y apporter notamment le personnel médical et les équipements de santé lorsque la ville de Wuhan avait été confinée, on s'en rappelle, au tout début de la pandémie. Les infrastructures chinoises, évidemment, se renforcent considérablement. Je vous parlais précédemment de la marine chinoise. Cette image satellite, par exemple, est une image d'il y a quelques semaines de la base de Qingdao, qui est donc sur la façade orientale de la Chine. Alors, on n'y voit peut-être pas grand-chose, mais on devine un porte-avions tout en bas à droite et au moins une dizaine de frégates, c'est-à-dire une concentration considérable de navires de grande envergure au même endroit en Chine. Et ça, c'est évidemment seulement une des bases, des grandes bases navales chinoises. Évidemment, ces capacités économiques et ces capacités militaires, elles permettent aujourd'hui à la Chine d'avoir des capacités évidemment plus largement considérables. Et vous avez toute une réflexion en Chine, historiquement, sur comment est-ce qu'on calcule la puissance. Comment est-ce qu'on compare la puissance entre les grandes puissances. Et dans les années 80, émerge un concept, alors je vais aller très vite, qu'on appelle Zhongguoli, le concept de puissance nationale complète, qui vise, à travers certains indicateurs, d'évaluer le rapport de force international. Donc des indicateurs tangibles et intangibles, comme la résilience des institutions ou autres. Et ça fait de nombreuses décennies maintenant qu'on essaye de comparer les pays entre eux, en se disant que s'appuyer uniquement sur l'économie ou sur le budget militaire ou sur les troupes n'est évidemment pas suffisant. Un des exercices les plus récents a été fait par nos camarades australiens du Lowy Institute, qui est basé à Sydney. Et l'idée pour eux, c'est d'identifier 8 indicateurs. Dans chacun de ces indicateurs, de nombreux sous-indicateurs. Je vous les épargne, vous en avez plus de 150, pour essayer de calculer le rapport de force. Alors, ce qui compte, c'est l'enseignement, entre guillemets, de leurs calculs, même si on peut toujours discuter de la méthodologie, etc. C'est qu'on a aujourd'hui, sur le théâtre Asie-Pacifique ou Indo-Pacifique, 2 superpuissances, les États-Unis et la Chine, plusieurs puissances moyennes, le Japon, l'Inde, la Russie, l'Australie, la Corée du Sud, et puis des petites puissances. Mais on a donc déjà aujourd'hui en Asie une forme de bipolarité, de fait, entre les États-Unis et la Chine. La puissance de la Chine, elle se traduit aussi, par exemple, très concrètement, par son réseau diplomatique. La Chine, aujourd'hui, a le premier réseau diplomatique au monde, avec 275 postes diplomatiques. Ce qu'on appelle postes diplomatiques, c'est évidemment les ambassades, les consulats, les représentations permanentes dans les organisations internationales, et puis quand vous avez 2-3 postes un peu particuliers, vous les ajoutez. C'est le cas, par exemple, de la France en Indo-Pacifique, le bureau de coopération à Pyongyang et le bureau français à Taipei ne sont pas des ambassades à proprement parler, puisqu'il n'y a pas de relation diplomatique avec Taipei et Pyongyang, mais ce sont des postes diplomatiques. Bon. La Chine, aujourd'hui, c'est de loin, la première puissance diplomatique en termes de réseau diplomatique. Les Américains sont 2e, la France est 3e. Et donc la France a une stratégie très particulière par rapport aux autres pays européens. Il y a toujours ce choix d'avoir un réseau diplomatique universel, même si ça veut dire malheureusement avoir parfois des postes diplomatiques avec moins de diplomates
que ne pourraient les avoir les Allemands ou d'autres pays. Cette puissance chinoise, dans tous les domaines, elle inquiète ou elle n'inquiète pas. Et ce qui est intéressant, très rapidement, et on en reparlera plus tard, c'est de voir l'évolution des perceptions internationales sur la Chine. Alors, le graphique que vous avez sur votre gauche date de 2019-2020. Et le graphique que vous avez sur votre droite date de 2021, mais ne concerne que les pays occidentaux. Donc, deux enseignements. Le graphique de gauche est très intéressant parce qu'il montre que vous avez une dichotomie assez forte entre les pays occidentaux et les pays en développement sur l'image de la Chine. L'image est beaucoup plus favorable dans les pays en développement que dans les pays occidentaux. Et deuxièmement, l'image de la Chine, la perception de la Chine dans les pays développés, dans les pays les plus développés, s'est considérablement dégradée ces dernières années. La pandémie, mais pas seulement, plus largement la dégradation des relations, on y reviendra, que ce soit avec les États-Unis, avec les pays anglo-saxons et même avec la majorité des pays européens. Donc je vous le disais, une réémergence de la Chine dans tous les domaines. Mais avant de parler vraiment de la politique étrangère, on ne peut pas éviter de parler du parti ou du parti-État, de son fonctionnement très rapidement. Alors, le but n'est pas de parler pendant 1 heure du Parti communiste chinois, mais des conséquences que cela a sur la politique étrangère. Parce que ça, c'est fondamental. Très rapidement, on a beaucoup parlé du Congrès. Alors, l'idée, c'était de vous refaire sur un schéma pyramidal assez simple le fonctionnement des institutions chinoises. Vous avez aujourd'hui un parti communiste qui est composé de plus de 96 millions de membres. C'était les chiffres de 2021. C'est-à-dire la population du Vietnam, grosso modo. Plus 20% de membres en l'espace de 10 ans. Vous avez 25% des membres qui ont moins de 35 ans, 25% qui ont plus de 60 ans. Et ces 10 dernières années, une évolution sociologique très importante, normale, qui reflète l'évolution sociologique de la Chine. Il y a 10 ans, vous aviez grosso modo 40% d'ouvriers, 40% de diplômés. Cette année, vous avez 33% d'ouvriers, 53% de diplômés. Donc on a un niveau éducatif des membres du parti qui évolue, mais tout comme la société chinoise, évidemment, évolue. Ce qui est intéressant, c'est évidemment de parler de la concentration du pouvoir qui a eu lieu ces 10 dernières années, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, qui était mentionné dans le documentaire. Et en quelque sorte, vous avez une double dynamique, une double concentration du pouvoir. Il y a une concentration dans la société autour du parti et dans le parti autour de la personne de Xi Jinping. La constitution du parti a été modifiée lors du 20e congrès, celui qui a eu lieu il y a quelques mois, et a été validée ce qu'on appelle la double confirmation. Alors, je vais vous épargner les concepts au sein du parti, puisque c'est parfois un peu pompeux, j'en citerai juste quelques-uns. La double confirmation, c'est quoi? C'est la confirmation de la position centrale de Xi Jinping au sein du parti. Et c'est la confirmation du rôle directeur de ce qu'on appelle la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour la nouvelle ère. Un long nom. Tout ça pour dire, vous avez vraiment un culte de la personnalité et une concentration du pouvoir qui s'est encore plus renforcée lors du dernier congrès. Le congrès, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est l'événement phare de la vie du parti tous les 5 ans. Donc un parti de 96 millions de membres, un congrès de près de 2500 délégués, équivalent, entre guillemets, de représentants du parti. On ne parle pas ici de l'Assemblée nationale populaire, ni de la conférence consultative du peuple chinois, qui sont les deux institutions qui forment le Parlement chinois, les deux chambres. Là, on parle vraiment de la vie du parti. Donc dans le parti, ce congrès, qui se réunit tous les 5 ans, qui va élire un comité central de 205 membres de plein exercice, qui va lui-même élire en son sein 24 membres pour le bureau politique, en son sein 7 membres pour le comité permanent, dont Xi Jinping. Ces membres sont ceux-là. Alors peut-être que vous connaissez évidemment Xi Jinping. 4 d'entre eux viennent d'être nommés en 2022, notamment en haut à gauche, Li Qiang, qui deviendra début mars, lors du
ce qu'on appelle les deux sessions, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale populaire et la réunion de la conférence consultative, le prochain Premier ministre. Il est déjà le numéro 2 du parti, il deviendra le Premier ministre chinois dans 2 mois. Ce qui est intéressant sur ces nominations, c'est qu'il a été mis fin en 2022 au principe d'expérience, de méritocratie et d'équilibre partiel entre les factions qui gouvernaient jusqu'à présent la vie du parti et surtout les nominations au plus haut niveau. On considère aujourd'hui que l'ensemble de ses membres sont proches, les 6 sont proches de Xi Jinping, et certains ont été, entre guillemets, propulsés à des postes. Li Qiang, qui va donc devenir le Premier ministre, n'a pas eu, par exemple, l'expérience d'être vice-Premier ministre, ce qui était généralement le cas. Vous étiez vice-Premier ministre, puis vous deveniez Premier ministre. Quand on parle de ces fonctions-là, et c'est important de le rappeler, on ne parle pas des fonctions au sein du parti. Premier ministre n'est pas une fonction au sein du Parti communiste. C'est une fonction dans les institutions de la République populaire. Et il faut différencier évidemment le Parti communiste chinois du gouvernement de la République, qu'on appelle le Conseil des affaires de l'État, qui gère les affaires, entre guillemets, de la République populaire. Mais évidemment, l'institution la plus importante, et de loin, c'est le parti. Ce parti, c'est aussi important de le noter, il ne se féminise pas vraiment. Vous avez aujourd'hui 29% des membres du Parti communiste qui sont des femmes. On n'est pas loin d'un tiers, c'est sans précédent. Mais au plus haut niveau de l'État, il y en a très peu. Et surtout, au niveau plutôt du parti, il y en a très peu. Et il y en a moins que lors du 19e congrès, celui de 2017. Pour vous donner un exemple, dans le fameux bureau politique de 2017, vous aviez une femme, Sun Chunlan, qui a été, peut-être vous l'avez vu à la télé, responsable de la lutte contre la pandémie. Elle était vice-première ministre également. Elle n'a pas été reconduite puisqu'elle avait atteint la limite d'âge, mais il n'y a plus aucune femme aujourd'hui dans le bureau politique. Historiquement, il n'y en a eu que 6. 3 étaient des femmes d'eux, la femme de Mao Zedong, la femme de Lin Biao, je crois, et la femme de Zhou Enlai. Et 3 autres avaient été nommées, dont la dernière. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment, entre guillemets, au plus haut niveau de l'État, un nombre de femmes extrêmement limité. Donc 0 femmes historiquement hein, au sein du comité permanent. Vraiment les quelques personnes qui dirigent le parti. Plus aucune au sein du bureau politique et seulement 6 dans l'histoire depuis 1949. Et puis les 2 femmes, par exemple, qu'on pensait être nommées au bureau politique, ne l'ont pas été. Et surtout, on a un parti aujourd'hui qui pilote et qui, entre guillemets, dirige tout. Et sur ce point, c'est vraiment important puisque, avant de revenir à la politique étrangère, il faut vraiment comprendre que, du point de vue du parti, la priorité des priorités, ce sont les affaires intérieures et la survie du parti. Et pour cela, il faut revenir notamment à un discours de Xi Jinping prononcé il y a tout juste 5 ans, en 2018, aux nouveaux membres du comité central. Donc, il fera un discours similaire dans quelques jours ou quelques semaines. On espère l'avoir rapidement. Alors, ce discours de 2018 avait été rendu public seulement 1 an après. Et le discours de 2018 est extrêmement intéressant. Il retrace l'histoire des dynasties en Chine. Il compare les dynasties chinoises aux autres pays. Et il explique notamment qu'à travers les âges, les grandes puissances se sont effondrées ou ont décliné. Et que l'une des raisons communes de cet effondrement, c'était la perte de l'autorité centrale et l'incapacité de l'État à s'unir, c'est-à-dire au plus haut niveau. Et ce que Xi Jinping explique ensuite aux nouveaux membres du parti, ou en tout cas aux nouveaux membres élus du comité central, c'est que l'URSS, par exemple, le Parti communiste de l'Union soviétique, avec 200 000 membres, a pris le pouvoir, c'est l'expression qu'il utilise, à 2 millions de membres a défait Hitler, et à 20 millions de membres s'est effondré. Et l'enseignement qu'il en tire, c'est que l'unité au plus haut niveau du parti est véritablement impérative. C'est pour cela que toute la couverture, par exemple, médiatique de la mort de Mikhail Gorbatchev en Chine a été extrêmement négative. Gorbatchev est considéré par les dirigeants du parti comme celui qui a conduit à l'effondrement,
puisqu'il a fait émerger des divisions au plus haut niveau du Parti communiste de l'Union soviétique et que ça a conduit, entre guillemets, à l'effondrement, de fait, du parti. Et ça, c'est une idée qui est très ancienne au sein du parti. Quand je finissais ma thèse il y a une dizaine d'années à l'université de Tsinghua à Pékin, j'en avais discuté avec le directeur du Centre sur la Chine et les affaires globales, qui était considéré comme un néo-maoïste, très proche du parti, très conservateur. Et il m'avait dit cette phrase que j'ai notée à l'époque: le paradoxe de la Chine est que son sort risque d'être le même que celui de Sparte. La Chine risque d'échouer avant tout à cause de ses problèmes intérieurs. Et donc l'idée, c'est de dire qu'évidemment, il peut y avoir des menaces extérieures, mais que la dimension intérieure, elle est fondamentale. Et que l'unité du parti, elle est fondamentale. Et Xi Jinping peut d'ailleurs s'appuyer sur l'histoire longue de la Chine, puisque quand on prend les statistiques des différentes dynasties et des différents empereurs en Chine, alors 282 empereurs sur 49 dynasties depuis 221 avant Jésus-Christ, deux choses. Premièrement, les dynasties ont une durée de vie relativement limitée. En Chine, les dynasties ont une durée de, en moyenne, 70 ans. Le Parti communiste vient d'être au pouvoir depuis plus de 70 ans, vous vous en rappelez, la grande parade de 2019. On a des dynasties très longues, la dynastie Tang, quasiment 300 ans, et d'autres beaucoup plus courtes. Et surtout, ce qui est intéressant dans les travaux d'historiens chinois, c'est la cause du changement d'empereur. Alors, 54% d'entre eux ont quitté leur fonction naturellement. Ce n'est que 54%. Pour le reste, 27% ont été destitués par les élites, 11% ont été destitués suite à une guerre civile ou à des soulèvements populaires, et seulement 2% à cause de guerres externes. Vous avez plus d'empereurs chinois assassinés par leurs femmes et leurs enfants que d'empereurs chinois tombés suite à une guerre. Et donc évidemment, du point de vue du parti, qui s'inscrit dans l'histoire longue de la Chine, qui évidemment s'inscrit dans l'histoire de l'Union soviétique, en étant obsédé par l'effondrement de l'Union soviétique, considère que cette unité et cette cohésion au sein du parti est fondamentale. Et un des travaux de Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir depuis 10 ans, c'est justement, comme je vous le disais, cette concentration du pouvoir, cette consolidation du pouvoir au sein du parti. Ça se traduit notamment, par exemple, par l'expression que vous avez derrière moi, qui, je vous la traduis, qui est de dire le parti, le gouvernement, l'armée, le peuple, l'éducation, à l'ouest, à l'est, au sud, au nord et au centre, le parti dirige tout, en tout cas mène, entraîne. Bon. C'est une citation de Xi Jinping prononcée de mémoire en octobre 2017 ou 2018, mais qui symbolise et qui a souvent été utilisée en Chine, d'ailleurs là c'est une affiche officielle, pour évidemment exprimer les objectifs de Xi Jinping. Ce qui est intéressant évidemment, c'est que cette défense du parti, elle se traduit de plus en plus explicitement dans la politique étrangère de la Chine. Alors, on peut parler très rapidement de ce que certains ont prénommé les loups guerriers, mais ce qui est important, c'est qu'au-delà des loups guerriers, c'est la question de la communication internationale de la Chine au service du parti. Vous avez eu toute une réforme en Chine ces 10 dernières années des moyens de communication. Premièrement, vous avez une réforme de l'audiovisuel international et la création notamment de ce qu'on appelle CGTN, qui aujourd'hui est l'équivalent, entre guillemets, d'une BBC ou d'une CNN, mais avec une différence notable. CGTN est un média d'État, ce n'est pas un média de service public. Deuxièmement, vous avez une réforme de la radio chinoise. China Radio International a été créée. Et puis, vous avez surtout l'utilisation, et ça c'est beaucoup plus innovant et moderne, de l'ensemble des nouveaux moyens de communication. Les plateformes de streaming, YouTube, les réseaux sociaux, Twitter. Et vous avez notamment depuis 2019-2020 une utilisation extrêmement active des réseaux sociaux et notamment de Twitter. Pour vous donner un exemple, ça fait seulement 1 an que le Quai d'Orsay demande à l'ensemble des ambassadeurs français et des ambassadrices d'avoir un compte Twitter. La dynamique côté chinois date de 2019, notamment des tensions à Hong Kong, puis avec une accélération début 2020, au début de la pandémie, où l'objectif
de la Chine était, comme le demandait Xi Jinping en 2014, de faire entendre la voix de la Chine et de bien raconter l'histoire de la Chine. Et si je vous dis ça, c'est que ce n'est pas un hasard si la holding chinoise, qui s'occupe notamment de la télé et de la radio, s'appelle Voice of China, la voix de la Chine. Ça vient directement de ce discours de Xi Jinping. Mais avant d'aller sur les exemples de politique étrangère, il est important, juste rapidement, puisque le documentaire en parle assez peu, de parler des acteurs de la politique étrangère de la Chine. À l'écran, vous n'avez pas le ministre des Affaires étrangères. Alors en réalité, vous avez l'ancien, Wang Yi, qui est l'ancien ministre. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi les acteurs, il n'y a pas que les diplomates chinois. Le premier, Wang Runing, par exemple, qui est membre du comité permanent, est l'idéologue du parti, très proche de Xi Jinping, et quelqu'un qui a théorisé depuis des années de nombreux concepts, en reprenant le concept de souveraineté et en le développant, en développant d'autres concepts qui sont utilisés dans la vie quotidienne du parti. Zhang Youxia, par exemple, le général, n'est pas le ministre de la Défense, n'est pas le chef d'état-major. Et pourtant, c'est le militaire le plus important, puisqu'il est le vice-président de la commission militaire centrale. Et de la même façon que le parti est important, la commission militaire est importante. Juste pour vous rappeler, Xi Jinping a 3 titres. Il est secrétaire général du parti, c'est le plus important, de loin, président de la commission militaire centrale, et seulement, c'est son 3e titre, président de la République populaire. Le 3e, Wang Yi, est l'ancien ministre. Mais il occupe désormais un poste beaucoup plus important pour la diplomatie chinoise, puisqu'il est directeur du bureau de coordination des affaires étrangères au sein du parti. C'est lui le vrai ministre des Affaires étrangères, désormais qu'il n'est plus ministre des Affaires étrangères. Et puis, 3 autres acteurs qui sont très intéressants. She Taifeng, qui est aujourd'hui en charge de ce qu'on appelle le département du Front Uni. Le département du Front Uni est un organe au sein du parti, pour faire simple, qui est chargé de neutraliser les contestations en dehors du parti, dans la société chinoise. Le Front Uni, c'est un principe léniniste ancien. On parle du Front Uni déjà pendant la guerre civile, lorsque les nationalistes et les communistes s'opposent. Ce qui est important dans le Front Uni, c'est de coopter une partie de la société, tout en sanctionnant potentiellement une autre. Et le Front Uni est chargé vis-à-vis de certaines catégories sociales, les intellectuels, les agriculteurs, les minorités religieuses, les minorités ethniques, ce qu'on appelle les classes sociales émergentes ou les nouvelles classes sociales, de les coopter tout en les gardant à l'extérieur du parti. C'est par exemple le principe même de la seconde assemblée, la seconde chambre en Chine. Je vous ai parlé de l'Assemblée nationale populaire. La seconde que j'ai mentionnée, la conférence consultative du peuple chinois, qui rassemble des représentants du parti, des représentants des autres partis. Officiellement, il y en a 8 de plus en Chine, et puis des représentants officiellement de la société civile. L'objectif, c'est de coopter en dehors du parti pour neutraliser une opposition potentielle. She Taifeng est quelqu'un de très important en Chine. Chen Yixin est également très important. Il est ministre de la sécurité d'État. Le ministre de la sécurité d'État a en charge la sécurité d'État, qui n'est pas la sécurité publique. La sécurité publique en Chine étant à peu près l'équivalent d'un ministère de l'Intérieur. La sécurité d'État est grosso modo un ministère de la DGSE. C'est le ministre des renseignements chinois, qui multiplie les opérations à l'étranger et qui ont un rôle, y compris sur la scène internationale, et donc de fait, en matière de politique étrangère, extrêmement important. Et puis le tout dernier, c'est le ministre des Affaires étrangères du parti. Liu Jianchao est le directeur de ce qu'on appelle le bureau de liaison internationale du parti. C'est celui qui est chargé des relations du Parti communiste avec les autres partis dans le monde, dans leur ensemble, qu'ils soient communistes ou pas. Et évidemment, certains partis ont des relations privilégiées. Par exemple, les relations bilatérales entre la Chine et la Corée du Nord, et le Cambodge, et Cuba, et le Vietnam, et le Laos, passent quasiment davantage par le ministre des Affaires étrangères du parti que par le ministre des Affaires étrangères de la République populaire. Donc ces acteurs-là, qui sont totalement méconnus du grand public,
ont un rôle pourtant fondamental dans la politique étrangère chinoise. L'autre point, c'est également un concept fondamental aujourd'hui en Chine, c'est la sécurité politique. En Chine aujourd'hui, la sécurité politique, c'est l'alpha et l'oméga. Alors je vais vous expliquer le graphique, mais il y a des petites infographies qui aident tout de même. Ces 15 éléments, 15, forment ce qu'on appelle en Chine le concept de sécurité nationale. Un concept qui a été présenté en 2015, mis à jour en 2018-2019, et qui liste plusieurs dimensions de sécurité. La plus importante, c'est celle que vous avez tout en haut, c'est la sécurité politique. Ensuite, et seulement ensuite, vient la sécurité territoriale, puis la sécurité militaire, puis la sécurité économique, la sécurité culturelle, la sécurité sociétale, la sécurité des réseaux, la sécurité des technologies, la sécurité environnementale, la sécurité nucléaire, alors pas de question de dissuasion, mais sécurité des technologies nucléaires, et puis d'autres, comme par exemple la sécurité des pôles, la sécurité des fonds marins, la sécurité biologique, la sécurité des intérêts chinois à l'étranger et la sécurité spatiale, en tout cas dans l'espace. Mais ce qui est fondamental, et on en reparlera ensuite, c'est cette question de sécurité politique. Le parti doit avant tout assurer la pérennité du régime. Les intérêts fondamentaux chinois tels que définis il y a 10 ans, c'est 1, la pérennité du régime, 2, l'intégrité territoriale, 3, la poursuite du développement socio-économique. C'est parce que la sécurité politique est fondamentale que vous avez en Chine des concepts récurrents comme la critique de ce qu'on appelle les révolutions de couleur. Les révolutions de couleur sont présentées en Chine comme étant des révolutions dans l'ensemble du monde provoquées par les États-Unis pour renverser des régimes. Et vous avez tout en Chine, que ce soit fantasmé ou non, au sein du parti, la perception que les pays occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis, souhaitent renverser le régime chinois. Et que donc, il faut, pour garantir la sécurité politique, évidemment prioriser la lutte contre ces révolutions de couleur et l'opposition entre un modèle chinois et des modèles, puisqu'il n'y en a pas qu'un seul, occidentaux. C'est notamment pour ça que les Européens parlent depuis 2019, par exemple, de rivalité systémique. Pourquoi ? Parce que du point de vue chinois, l'objectif est évidemment de légitimer le régime et d'essayer de discréditer, d'autant plus pour légitimer son propre régime, de discréditer les démocraties occidentales. Et vous avez dans la communication officielle chinoise toute une stratégie qui vise à discréditer largement les démocraties libérales occidentales. Et donc j'aborderai rapidement cette question de l'obsession américaine, puisqu'elle s'intègre parfaitement dans cette question de la sécurité politique. Très rapidement, les relations américaines ont évidemment considérablement évolué depuis la fin des années 40 et la proclamation de la République en 1949. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ennemi absolu de la Chine populaire dans les années 50, ce sont les États-Unis. Et puis tout bascule dans les années 60. La rupture sino-soviétique fait que du point de vue de Pékin, l'Union soviétique est la principale menace. Et il faut bien comprendre la conséquence considérable que représente la chute de l'URSS. Vous avez du point de vue chinois en termes de perception de la menace, un tournant majeur à la fin des années 80, au début des années 90, puisque la menace principale qui était septentrionale, continentale, soviétique, devient une menace méridionale, maritime, américaine. Et vous avez une rupture stratégique, comme on peut l'appeler, au début des années 90, qui fait que l'ensemble de l'effort de défense chinois, rendu possible par le développement économique, va non plus viser l'URSS et le risque d'une invasion, ce qui était le cas dans les années 60, 70, 80, mais
la compétition vis-à-vis des États-Unis. Modernisation militaire, mais aussi couverture médiatique. Et comme je vous le parlais, cette obsession américaine, elle est omniprésente. Je vous ai mis là quelques caricatures publiées dans le Global Times, qui est un des quotidiens chinois, considéré comme nationaliste, mais bon, c'est un média d'État, il est sur la ligne officielle. Et l'immense majorité des caricatures en Chine portent sur les États-Unis. J'avais fait les statistiques début 2021. Sur le premier semestre 2021, 97% des éditoriaux du Global Times critiquaient les États-Unis ou les pays occidentaux. 97%. Donc cette obsession américaine, elle se traduit donc par ces différentes caricatures, mais aussi plus largement par toute la communication des ambassades chinoises à l'étranger. Par exemple, ce communiqué qui a été publié hier par l'ambassade de Chine en France, qui vise à critiquer les médias français et la presse française pour leur couverture sur le Covid, à travers des généralisations et des critiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est quel est le grand message de cette tribune, enfin de ce communiqué. Ce n'est pas seulement de dire que la presse française est méchante vis-à-vis de la Chine. C'est l'argument numéro un. Surtout de dire qu'en réalité, le Covid vient des États-Unis. Que le Covid vient des États-Unis, qu'il faut inspecter les laboratoires des armes biologiques américaines. Alors, vous pouvez rigoler, mais c'est vraiment ce qui est écrit. Je vous invite à le lire. Et de dire que voilà, vous avez des programmes militaires américains qui sont à l'origine du Covid et que c'est là où il faudrait faire une enquête. Ce n'est pas en Chine, c'est sur le territoire américain. Aujourd'hui, pour faire simple, vous avez une détérioration extrêmement rapide des relations sino-américaines. Alors évidemment, on a l'image du président Trump, mais la dynamique entamée avant même le mandat Trump ne fait que se poursuivre. Pour faire très simple, vous avez eu un pivot, même si le terme n'était pas vraiment utilisé, mais plutôt un rééquilibrage vers l'Asie-Pacifique au cours des 2 mandats du président Obama. Ça date déjà depuis la fin des années 2000. Sortie de l'Irak, une sortie à l'époque programmée de l'Afghanistan qui a été décalée jusqu'en 2021, mais un recentrage de la politique étrangère américaine sur l'Asie. Le président Trump n'a en réalité fait qu'amplifier ce recentrage en assumant une confrontation de plus en plus directe avec la Chine. L'évolution de tous les documents de doctrine américains, stratégie de sécurité nationale, stratégie militaire et autres. L'adoption de lois, notamment dans le domaine économique. Je ne parle même pas des questions des sanctions commerciales, mais par exemple de toutes les lois qui vont chercher à protéger les technologies américaines et à mieux contrôler les investissements chinois aux États-Unis. 2 grandes lois en 2018 qu'on appelle FIRMA et ECRA qui visent justement à cela. Et en réalité, tout ce qui a été initié sous l'ère Trump a en réalité été poursuivi par l'administration Biden. La différence, ce n'est pas la différence dans l'objectif à long terme. Ce n'est pas tant la différence sur les outils utilisés, c'est une différence sur la méthode. L'administration Biden est beaucoup plus multilatérale, quoique, que l'administration Trump. Mais vous n'avez pas une différence fondamentale d'approche. Et aujourd'hui, vous avez un véritable soutien bipartisan et accord bipartisan sur la politique américaine envers la Chine. Pour faire simple, la stratégie américaine, elle a été résumée dans la stratégie de sécurité nationale américaine qui dit, entre guillemets, tout simplement que les États-Unis doivent outcompete China, doivent gagner la compétition, doivent ne serait-ce que continuer à dépasser la Chine. Et l'ensemble de l'approche américaine aujourd'hui vise cela, d'éviter une transition de puissance entre la Chine et les États-Unis et faire en sorte que les États-Unis restent la puissance numéro 1 sur la scène internationale. Et une grande partie des décisions américaines, y compris certaines qui peuvent être considérées comme allant à l'encontre de nos intérêts, s'intègrent dans cette dynamique. Pour faire très simple, la décision de créer AUKUS, ce fameux partenariat avec l'Australie et le Royaume-Uni, n'était en réalité pas contre la France. La décision a été prise en réalité sans vraiment prendre conscience des conséquences pour la France.
sans même s'en inquiéter. Elle a été prise par rapport à la Chine. Et aujourd'hui, l'immense majorité des décisions américaines est basée dans le cadre de cette rivalité entre la Chine et les États-Unis. Et cela se traduit y compris sur l'ensemble des différends que la Chine peut avoir avec une grande partie de ses voisins. Pour bien comprendre la politique étrangère, il faut toujours revenir aussi aux cartes et se mettre à la place du Parti communiste. La vraie carte de la Chine, entre guillemets, c'est celle-là. Vous avez le cœur politique, économique, démographique, sécuritaire de la Chine qui va de Pékin à Canton, c'est-à-dire l'ensemble de la côte chinoise. Vous avez une profondeur stratégique qui va vers le Xinjiang, vers le Tibet. Mais face à ce cœur politique, économique, démographique, vous avez une première chaîne d'îles. Vous voyez le Japon, l'archipel d'Okinawa, Taïwan, les Philippines, puis la mer de Chine méridionale. Donc une perception chinoise d'un encerclement géographique couplée à un encerclement politique. Japon, Corée du Sud sont des alliés des États-Unis. Taïwan n'est pas un allié formel, il n'y a pas d'alliance, mais est évidemment un allié informel des États-Unis et autres. Et dans ce cadre, évidemment, les relations entre la Chine et ses voisins se dégradent, puisqu'elles s'intègrent dans cette rivalité sino-américaine. Une nouvelle caricature, cette fois britannique, dans The Economist, par Cal, le caricaturiste de The Economist, qui date d'il y a 6 ans, mais qui reste d'actualité. Puisqu'on voit évidemment que l'émergence de la Chine crée des tensions avec ses voisins, que ce soit l'Inde, la mer de Chine méridionale, Taïwan, le Japon, etc. Rapidement, sur la mer de Chine méridionale, elle est déjà évoquée dans le documentaire, mais vous avez évidemment un changement du statu quo par la Chine. Changement du statu quo parce que dans les Spratleys, donc dans le sud de la mer de Chine méridionale, la Chine a artificialisé puis militarisé des îlots, contrairement à ses engagements. Juste cette carte, enfin ces 3 images du même îlot en l'espace de quelques années. Vous avez ce qui est avant un atoll qui se transforme en base militaire en l'espace de quelques années. Surtout dans la mer de Chine méridionale, et c'est très intéressant, la Chine utilise des moyens qui sont aussi des moyens qu'on pourrait qualifier souvent de guerre hybride ou des moyens très asymétriques. C'est par exemple le cas de ce qu'on appelle la milice maritime. Pour faire très simple, pour changer le statu quo, la Chine n'envoie pas forcément la marine. Elle apparaîtrait comme étant l'agresseur. Elle envoie une milice maritime qui est rattachée à cette fameuse commission militaire centrale que j'ai évoquée précédemment, qui sont des navires lourds de pêche dont les membres d'équipage sont parfois armés. Et l'objectif va être d'aller dans des zones, par exemple, contrôlées par d'autres pays. L'image que vous avez là, c'est une série de navires chinois qui trouvent refuge officiellement à cause d'une tempête dans le récif de Titu, contrôlé par les Philippins. Mais évidemment, les Philippins n'y ont pas de base militaire, qui vont rester là et qui ensuite vont commencer à exploiter les zones de pêche. L'objectif, c'est non seulement d'exploiter les zones de pêche, mais aussi de changer le statu quo et d'imposer une présence chinoise. Les tensions en mer de Chine méridionale, qui sont encore une fois évoquées dans le documentaire, donc je passe vite, se retrouvent aussi plus au nord, à la frontière, en tout cas au contact avec le Japon. Du point de vue japonais, vous avez une détérioration extrêmement rapide de l'environnement sécuritaire japonais, avec des relations qui se dégradent dans les 3 priorités, avec la Russie, avec la Corée du Nord et avec la Chine, qui nécessite pour le Japon d'adapter sa stratégie de défense. C'est ce qui a été annoncé au mois de décembre, et ce qui a été présenté par le Premier ministre Kishida, le Premier ministre japonais, qui était en tournée dans l'ensemble des pays du G7 ces derniers jours, hors Allemagne, puisque le chancelier Scholz s'y était rendu il y a quelques semaines. Mais l'objectif du Japon, c'est évidemment de sensibiliser ses partenaires du G7. Le G7 aura lieu à Hiroshima au mois de mai, sur la question chinoise. Ça fait des années que les Japonais essayent de le faire, mais évidemment tout cela s'accélère, y compris du côté japonais, la modernisation de certaines îles japonaises. Ce que vous voyez derrière, c'est donc l'archipel des Ryukyu, concrètement l'île d'Okinawa et la chaîne d'îles le long d'Okinawa, avec
côté japonais, que ce soit à Yonaguni, que ce soit à Miyako, à Okinawa et autres, un renforcement des capacités de défense. Vous allez mettre plus de radars, mais surtout plus de défense antimissile, défense anti-navire, défense anti-aérienne, etc. Un autre point chaud, évidemment, c'est le long de la frontière avec l'Inde. Et vous avez eu, vous vous en rappelez peut-être, à l'été 2020, un affrontement armé qui a causé la mort de dizaines de personnes. Officiellement, 4 morts côté chinois. Officiellement. Côté indien, potentiellement des dizaines de morts. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la présence chinoise. Je vous ai mis à droite 2 images satellites exactement de la même zone entre 2019 et 2022. Vous voyez qu'en 2019, il n'y a rien. Et qu'en 2022, la Chine commence à construire des avant-postes. Alors on ne voit pas vraiment, mais vous avez un petit peu quasiment du durcissement, grosso modo, des remblais autour des positions chinoises, en cas, par exemple, de tir d'artillerie pour défendre les différentes installations chinoises. Cette dégradation des relations en mer de Chine méridionale, avec le Japon, avec l'Inde, elle se traduit aussi et évidemment dans le détroit de Taïwan. Vous vous rappelez évidemment de la visite de Nancy Pelosi en août 2022 et la réalisation par la Chine d'exercices militaires sans précédent autour de Taïwan. Simulation de blocus, tir de missiles balistiques au-dessus de l'île, y compris des missiles qui sont passés au-dessus de la capitale, Taipei, dont 5 étaient tombés dans la zone économique exclusive du Japon, et surtout la volonté chinoise de changer le statu quo. Comment est-ce que le statu quo est changé? De plusieurs façons. Sur le plan militaire, par exemple, la Chine pénètre désormais dans la partie sud-ouest de la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Juste un point très concret, on lit souvent dans les médias que des avions sont rentrés dans l'espace aérien de Taïwan. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas eu de violation de l'espace aérien de l'île principale de Taïwan. Ce que font les avions de l'armée de l'air chinoise, c'est d'entrer dans le sud-ouest de la zone que vous voyez à l'écran. Les trajets des avions sont en orange. Cette zone n'est pas une zone internationalement reconnue, c'est-à-dire légalement reconnue. C'est une zone décrétée unilatéralement par Taïwan dans les années 50, tout comme la Corée du Sud, le Japon, les Philippines l'avaient fait. Le principe, c'est tout simplement un pays qui déclare une zone d'identification où, quand des navires ou des avions étrangers militaires y entrent, ils se déclarent. Donc il n'y a rien d'illégal dans ce que fait la Chine. Par contre, la Chine, jusqu'en 2019, n'allait jamais dans cette zone. Depuis 2019, elle y va quasiment quotidiennement. Pire, vous avez entre la Chine et Taïwan ce qu'on appelle la ligne médiane. Pareil, la ligne médiane n'est pas une frontière internationalement reconnue, mais il y avait un accord implicite entre Pékin et Taipei pour que les avions de Taïwan n'aillent pas de l'autre côté, les avions militaires, et vice-versa, à l'exception d'un couloir aérien très spécifique, puisque vous avez 2 îles taïwanaises qui sont le long de la côte chinoise. Mais sinon, vous n'aviez pas d'incursion ou de franchissement de la zone d'un côté comme de l'autre. Pour vous donner un chiffre, entre le 1er janvier et le 3 août 2022, il y a eu seulement 4 avions chinois qui avaient franchi la ligne. Au mois d'août, ce sont 290 avions qui l'ont fait. Donc ce qu'a fait la Chine, c'est évidemment d'exploiter au prétexte de la visite de Nancy Pelosi un changement de situation et de changer de fait le statu quo pour accroître la pression sur Taïwan. Ça s'est traduit également par la publication quelques jours après la visite de Nancy Pelosi, ce qui montrait bien que la réaction chinoise était préparée. Préparée puisque la visite de la présidente de la Chambre devait se faire en mai 2022. Elle avait été décalée, donc évidemment les autorités chinoises étaient prêtes pour, entre guillemets, la prochaine, en tout cas la visite. A été publié un nouveau livre blanc sur Taïwan, suite au livre blanc de 93 et de 2000. Bon. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce livre blanc évolue fondamentalement par rapport au livre blanc précédent. Par exemple, en 93, il était écrit que Taïwan pourrait garder une armée, une administration propre, etc.
aucune mention en 2022. Il est mis en avant le concept d'un pays de système, utilisé à Hong Kong, en précisant bien que les deux systèmes sont subordonnés au pays, et surtout que seulement les patriotes pourront diriger l'île. Évidemment, sur le modèle de ce qui a été fait à Hong Kong. Différence fondamentale, c'est qu'évidemment, Taïwan ne fait pas partie de la République populaire, contrairement à Hong Kong. Donc deux statuts totalement différents. Sur ce point, ce qui est important, c'est aussi d'expliquer comment la Chine essaye de réinterpréter le droit international et d'agir en ce qu'on appelle en tant que puissance discursive, c'est-à-dire, sur le plan plus politique, d'imposer ses éléments de langage, d'imposer les termes du débat. Et je vais vous parler ici de ce qu'on appelle une seule Chine. Parce que souvent, on confond, et dans les médias également, on utilise des termes qui sont utilisés parfois de façon interchangeable, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Le concept d'une seule Chine, il est universel. Il y a toujours eu une seule Chine à l'ONU. Il y a un seul siège de la Chine à l'ONU depuis 1945. De 1945 à 1971, le siège a été utilisé par ce qu'on appelle les représentants de la République de Chine, le régime politique qui est aujourd'hui encore à Taïwan, les représentants de Chiang Kai-shek. Et depuis 1971, et la résolution 2758 de l'Assemblée générale de l'ONU, ce sont les représentants de la République populaire. Mais vous n'avez jamais eu de siège de Taïwan à l'ONU. Un siège de la Chine occupé de 1945 à 1971 par des représentants de Taipei, depuis 1971 par des représentants de Pékin. À partir du concept d'une seule Chine, viennent deux autres termes. Le principe d'une seule Chine et la politique d'une seule Chine. Le principe d'une seule Chine est le terme utilisé par Pékin pour dire qu'il n'y a qu'une seule Chine, que c'est la République populaire et que Taïwan en fait partie. La politique d'une seule Chine, c'est la politique des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays pour dire il n'y a qu'une seule Chine. Nous avons des relations diplomatiques avec la République populaire, mais on ne se prononce pas sur le statut de Taïwan. La résolution 2758 de 1971 ne se prononce pas sur la question de Taïwan. D'ailleurs, Taïwan n'est même pas mentionné dans la résolution. L'objectif de la Chine, c'est évidemment de confondre son principe d'une seule Chine et la résolution 2758 pour dire que c'est la même chose. Non seulement que Taïwan n'a pas d'existence propre, la République de Chine, à Taïwan, et deuxièmement que nous ne pouvons pas non plus avoir des coopérations avec Taïwan. Or, il y a tous les jours des coopérations entre, par exemple, la France et Taïwan, même s'il n'y a pas de relations diplomatiques. Je mentionnais précédemment le bureau français de Taipei, mais vous avez dans tous les domaines économiques, scientifiques, culturels, éducatifs, des échanges. Donc l'objectif de la Chine, c'est de changer le statu quo. Ça passe par le niveau politique, par le niveau militaire, par le niveau international. Ça passe aussi par la pression sur la population taïwanaise. Et là, par exemple, ce sont des dessins qui ont été utilisés dans la presse chinoise pour, par exemple, mettre en scène une attaque contre le palais présidentiel de Taïwan. Ou cette scène-là, évidemment, une reconstitution de la capitulation de l'Empire nippon en 1945, avec sur, cette fois, un porte-avions chinois, ce qui est mis en scène la capitulation du gouvernement taïwanais, dont, vous la voyez remettre le texte, Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan. Donc l'objectif, c'est d'imposer les termes du débat, d'influencer l'opinion publique taïwanaise, alors même que côté taïwanais, en réalité, les choses évoluent. Et elles n'évoluent pas dans le sens de la Chine. Juste deux sondages, qui sont des sondages intéressants, puisque ce sont des sondages qui sont généralement utilisés de façon très objective, très impartiale, parce que ce sont des sondages qu'on a sur une trentaine d'années, faits avec une vraie méthodologie. C'est par exemple, qu'est-ce que veulent les Taïwanais, tout simplement. Est-ce que les Taïwanais veulent maintenir le statu quo? Est-ce que les Taïwanais veulent une unification avec la Chine? Ou autre? Pareil, quand on parle de réunification, c'est un terme chinois. Le terme est impropre, puisque Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire. Quand on parle, par exemple, dans les médias, on le fait de moins en moins, mais de Taïwan, province rebelle.
C'est évidemment le terme utilisé par Pékin. Ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est qu'en réalité, l'immense majorité des Taïwanais veulent simplement le maintien du statu quo. Ils veulent garder la situation actuelle, qui est que Taïwan a un système politique différencié de celui de la Chine, a de fait une autonomie et est un régime indépendant, même s'il a une reconnaissance internationale limitée, et même s'il n'a pas de siège à l'ONU. La population des Taïwanais qui souhaitent une unification avec la Chine, c'est ce que vous avez en rouge tout en bas, 1,4%. Et contrairement à ce que disent certains diplomates chinois, il n'y a pas eu d'évolution majeure, vous le voyez, sur ces 30 dernières années. Vous n'avez pas les méchants progressistes qui feraient que plus personne ne pourrait dire qu'ils veulent l'unification, et puis quand les conservateurs sont au pouvoir, là, une envolée. Et ça se traduit aussi, et c'est très intéressant, par l'identité nationale des Taïwanais. Puisque ça, c'est la question de fond, en fait. Ce qui a fondamentalement changé à Taïwan ces 30 dernières années, c'est tout simplement que le pays est devenu une démocratie. En 87, la levée de la loi martiale, la fin de la terreur blanche, première élection du président au suffrage universel direct à la fin des années 90, au milieu des années 90, et surtout l'émergence d'un sentiment d'identité nationale. Alors évidemment, pendant la dictature, vous ne pouviez pas vous considérer et vous présenter comme Taïwanais. Vous étiez chinois, vous étiez les héritiers de l'Empire et autres, et surtout de la République, recroquevillés à Taïwan. Vous ne pouviez pas vous considérer comme Taïwanais. Les choses ont changé avec la démocratisation. Et vous le voyez par exemple avec la courbe verte, qui est la part de la population qui se considère comme taïwanaise. En violet, celle qui se considère comme taïwanaise et chinoise, puisque beaucoup sont arrivés du continent en 1945, donc ils considèrent qu'ils sont taïwanais, mais qui gardent aussi une identité chinoise. Et puis troisièmement, en bleu, ceux qui se considèrent comme chinois. Aujourd'hui, c'est 2-3%. Ça, c'est fondamental. Et ça ne change pas. La dynamique ne s'inverse pas. Et donc, évidemment, du côté chinois, convaincre la population de s'unifier avec le continent est quasiment une stratégie perdue. Et on est de plus en plus aujourd'hui dans une logique de coercition. Avec 3 grands intérêts côté chinois, et il me reste 3-4 minutes. Pour faire simple, il y a un objectif politique. L'objectif politique, il est de mettre fin à la guerre civile, du point de vue du parti. En tout cas, de mettre fin aux vestiges de la guerre civile. C'est-à-dire d'éliminer le régime politique qui existait sur le continent à partir de 1911 et qui s'est recroquevillé à Taïwan en 1949, quand les nationalistes ont perdu la guerre civile face aux communistes. Deuxièmement, il y a un objectif militaire. Je vais reprendre la carte. Celle-là. Vous voyez Taïwan. Taïwan, c'est le verrou. C'est le verrou qui donne accès au Pacifique. Alors aujourd'hui, ce n'est plus une menace en soi. Personne de sérieux ne considère que les Américains vont demain déployer des forces à Taïwan et s'en servir pour envahir la Chine. Ce qui était du côté chinois une crainte dans les années 50-60, qui pouvait être justifiée. À l'époque où les capacités militaires de Taïwan par rapport aux capacités militaires de la Chine étaient à peu près équivalentes. Et donc il y avait évidemment une crainte sur le continent, que Taïwan et le régime n'essayent un jour de reprendre le contrôle du continent. Aujourd'hui, personne à Taïwan, alors peut-être 2-3 personnes sur les réseaux sociaux, s'imagine ou ne pense que Taïwan va conquérir le continent. Personne n'y croit. Et surtout, personne n'y pense. Donc Taïwan n'est plus forcément une vulnérabilité, mais ça reste un verrou. Un verrou pour aller dans le Pacifique. Vous voulez, par exemple, envoyer vos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Si vous les envoyez au nord ou au sud de Taïwan pour aller dans le Pacifique, ils seront repérés. Et donc, contrôler Taïwan est un moyen pour la Chine aussi de pouvoir, à terme, projeter ses forces dans le Pacifique. Et puis, il y a une troisième dimension, qui est une dimension très politique. Taïwan, aujourd'hui, et j'en reviens à la question de la sécurité politique, c'est un contre-modèle. C'est un contre-modèle parce que vous avez une société de culture chinoise, même s'il y a d'autres influences, multiethnique,
Vous avez une population aborigène, vous avez une population de migrants qui sont arrivés d'Asie du Sud-Est, intégrés, etc., qui a connu une dictature extrêmement brutale, qui s'est démocratisée de l'intérieur, et non pas à cause d'une révolution de couleur imposée par l'étranger, et qui en plus connaît des succès économiques considérables. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Taïwanais, il est plus élevé que celui des Japonais, plus élevé que celui des Sud-Coréens. On est à parité pouvoir d'achat, un PIB par habitant en parité pouvoir d'achat qui est à peu près à 70 000 $. C'est 30% de plus qu'en France. Et donc du côté chinois, c'est évidemment un contre-modèle. C'est ce qui démontre que potentiellement, il pourrait y avoir une société chinoise avec un modèle démocratique, en tout cas des processus démocratiques. Bon. Et ça, évidemment, ça continue de tendre les relations entre la Chine et Taïwan. Et l'inquiétude, c'est évidemment au regard de cette détérioration des relations, d'une asymétrie croissante entre le continent et Taïwan, que le précédent de la guerre en Ukraine ne se reproduise dans le détroit de Taïwan. Et juste pour conclure sur la question de l'Ukraine, et encore une fois, pour en remettre une couche, entre guillemets, sur la question de la sécurité politique, pour faire vraiment en 1 minute ou 90 secondes un résumé de la position chinoise vis-à-vis de la guerre en Ukraine, c'est une position de nini. Pas de soutien explicite, pas de condamnation de la Russie. Mais il y a évidemment un soutien implicite qui se traduit à travers les votes de la Chine à l'ONU et au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale, à travers la communication chinoise, qui cherche non pas tant à amplifier la propagande russe, puisqu'il y a en partie la même en Chine, mais à discréditer le rôle des États-Unis. Et par exemple, les graphiques que vous avez en Chine sur la guerre en Ukraine, enfin les caricatures, ne parlent en réalité jamais des Ukrainiens, jamais des Russes, mais des États-Unis. Et la façon dont les États-Unis, par rapport à l'Europe, c'est l'obsession dans les médias chinois, essayent, entre guillemets, de contraindre les Européens ou de faire en sorte que les Européens soient otages. Ça, c'est vraiment la petite musique dans les médias d'État chinois. Mais ce qui est très important, c'est que la position de la Chine dans la guerre en Ukraine, elle ne s'explique pas tant par le soutien à Moscou que l'opposition à Kiev. Elle s'explique avant tout par l'opposition à Washington. Et l'objectif de la Chine dans la guerre en Ukraine, vis-à-vis de sa propre population, c'est de discréditer les États-Unis, de discréditer les démocraties libérales. Et ça, c'était évidemment au cœur, et je conclurai là-dessus, de la rencontre, il y a 1 an, entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Vous en rappelez, le 4 février 2022, ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Quelques heures avant, le sommet sino-russe. La déclaration conjointe, pas la première fois qu'il y a une déclaration conjointe, mais pour la première fois, les 2 premières pages de la déclaration conjointe sont sur un seul thème. La démocratie. L'objectif est de mettre en avant que la Chine, elle, tout comme la Russie, respecte la démocratie, mais la vraie, pas celle fourvoyée par les Occidentaux. Et que, évidemment, le modèle politique russe et chinois est non seulement légitime, mais en plus supérieur aux autres modèles, notamment aux modèles occidentaux. Et encore une fois, cette notion de sécurité politique, de défense du régime, de volonté de discréditer les régimes présentés, considérés comme concurrents, la démocratie libérale occidentale, aujourd'hui, c'est véritablement le fondement de la politique étrangère. Et que ce soit sur Taïwan, sur l'Ukraine, sur la relation avec les États-Unis, dans une moindre mesure, dans la relation avec l'Europe, que je n'ai pas abordée, mais il y aura peut-être une question, vraiment un fil rouge. Et encore une fois, pour comprendre la politique étrangère du parti, il ne suffit pas de réfléchir simplement en matière de Chine, entre guillemets, il faut avant tout réfléchir en matière de parti communiste, de l'intérêt du parti. Et Xi Jinping, avant d'être le président, encore une fois, est avant tout le secrétaire général du parti. J'ai déjà été un tout petit peu trop long. On aurait pu aborder de nombreuses autres choses, mais il y aura sûrement quelques questions. Merci beaucoup.
Merci. Donc, on a effectivement 10 minutes, 15 minutes pour prendre quelques questions, à la fois de Pessac et puis des autres salles. Merci, bonsoir. Est-ce que l'ONU et les institutions qui sont rattachées sont aussi des terres de conquête pour la Chine? Est-ce que je prends plusieurs questions? Est-ce que je réponds Ok. Alors, sur l'ONU, très clairement, hein, la Chine a un intérêt d'accroître son influence au sein des organisations internationales. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, 3 des 15 organisations affiliées à l'ONU, par exemple, sont dirigées par un représentant chinois. Alors, en soi, ce n'est pas suffisant de dire parce que la Chine est à la tête de la FAO serait sous les ordres de la Chine, mais il y a la volonté d'être de plus en plus influent. Ça passe aussi par, et c'est une stratégie chinoise qui fait sens, je parlais au tout début de la tournée annuelle en Afrique. L'objectif, c'est aussi de créer des coalitions ou d'avoir des coalitions de soutien dans les organisations internationales, notamment à l'Assemblée générale de l'ONU. 193 pays, il faut des votes. Continent africain, 54 pays. Le Pacifique, 25 pays, plus de 25 pays. Le Pacifique, par exemple, vous avez eu, en juin 2022, une tournée du ministre dans le Pacifique Sud. Le ministre chinois des Affaires étrangères a, en l'espace de quelques jours, visité 8 États insulaires. Je ne veux pas critiquer le gouvernement français, mais jamais un ministre des Affaires étrangères ne s'est rendu dans le Pacifique Sud. Alors, le président s'est rendu en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, ce n'est pas le sujet, mais au Vanuatu, au Fidji, en Micronésie, au Tonga, jamais. Et donc on a un activisme chinois très fort au sein de l'ONU et dans la galaxie pour obtenir des voix. Et puis surtout aussi une stratégie chinoise qui vise à contourner les organisations internationales existantes en créant des organisations alternatives. Par exemple, la Banque d'investissement dans les infrastructures asiatiques, l'organisation, alors non pas l'organisation de coopération de Shanghai, mais la conférence sur la sécurité de Shanghai, et d'autres organisations qui vont chercher à présenter des alternatives à la Chine. Et donc la Chine a évidemment un multilatéralisme qu'on pourrait qualifier de sélectif ou alternatif, et des stratégies qui sont évidemment extrêmement bien rodées et qui parfois se font au détriment de nos intérêts. Par exemple, lorsque la France, avec le soutien de l'Union européenne, c'était une première de l'ensemble des pays européens, a soutenu une candidature française à la tête de la FAO, donc l'organisation en charge des questions agricoles et alimentaires au niveau de l'ONU, basée à Rome. Du moment où, grosso modo, on avait une candidate européenne, on a considéré que c'était plié. En réalité, c'est le candidat chinois qui a été élu. Et ça a été évidemment un désaveu pour les Français et les Européens, et un signe que l'influence de la Chine est croissante. Et par exemple, juste pour... On parlait de la tournée de Xinjiang en Afrique. L'image que vous aviez au tout début, c'est l'inauguration du centre de lutte contre les épidémies de l'Union africaine, construit par la Chine, financé par la Chine, et inauguré il y a 4 jours à Addis Abeba. Alors, bonjour. Comment expliquer le changement radical de politique en matière de Covid? Alors, c'est difficile de vous donner une réponse précise, puisque je pense que personne n'avait anticipé un changement aussi brutal. Pas plus d'ailleurs les Chinois que les observateurs étrangers. À partir de là, on peut faire des hypothèses sur la raison, non pas d'une sortie du Covid, il fallait bien qu'ils en sortent, mais d'une sortie aussi brutale du Covid, en l'espace de quelques jours, voire quelques semaines. Il y a une hypothèse sanitaire qui est la plus probable, c'est que l'épidémie était déjà hors de contrôle fin novembre, début décembre. À partir de ce moment-là, il fallait mettre en scène que l'accroissement des contaminations et des contaminations n'était pas dû à un échec de la stratégie zéro Covid. Ça ne pouvait pas être un échec pour des raisons politiques, mais à l'ouverture et à l'absence, enfin, à la fin des restrictions. Deuxièmement, il y a une hypothèse économique, de dire qu'il fallait relancer l'économie, notamment la consommation. Très bien, mais premièrement, les problèmes structurels de l'économie chinoise ne sont pas dus uniquement au Covid. La crise immobilière n'est pas due au Covid en soi. Et surtout, vous pouviez relancer l'économie en ayant une sortie progressive du zéro Covid. Pas besoin de le faire en 3 jours quand vous auriez pu l'étaler sur quelques semaines. Après, il y a des hypothèses politiques. La volonté, par exemple, de répondre à une partie du mécontentement en Chine. Pareil, le mécontentement en Chine n'est pas forcément dû uniquement à la question du Covid. La nécessité d'un nouveau contrat social entre le parti et la population,
du fait d'un ralentissement de l'économie, même s'il y a encore une croissance économique en Chine, mais la nécessité de redistribuer, alors que l'accumulation de richesses est plus compliquée, peut l'expliquer. Mais encore une fois, ça n'explique pas forcément la sortie aussi brutale. Et puis, quatrièmement, une autre hypothèse politique, qui serait de dire que Xi Jinping a pris une décision puisqu'il voulait marquer le début de son 3e mandat. Et donc, il y a eu cette volonté de changer radicalement de politique. Encore une fois, des hypothèses, certaines plus probables que d'autres, certainement 4 hypothèses qui sont complémentaires et qui interagissent les unes avec les autres, mais encore une fois, beaucoup d'interrogations. Et comme toujours, quand on travaille sur la Chine, on a souvent beaucoup de questions, très compliquées pour avoir des réponses. Et quand on travaille sur la Chine, on est généralement les premiers à reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et que l'accès à l'information est compliqué, même si énormément de choses sont publiées en Chine, et que ce qu'il faut, c'est avoir accès à ces documents, les analyser. Et ça, c'est le travail qu'on a, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau des think tanks. Alors, une autre question. Une attaque de Taïwan par la Chine ne risque-t-elle pas de provoquer un effondrement mondial de l'industrie des composants électroniques? Quel intérêt la Chine aurait-elle de provoquer cet effondrement et par voie de conséquence de l'économie mondiale tout court? Il y aurait évidemment des conséquences économiques considérables. Une très bonne amie, Agatha Kratz, qui est la directrice des études pour Rhodium, qui est une grosse boîte américaine mais aussi européenne, qui travaille notamment sur les investissements chinois et sur les questions économiques, a publié il y a quelques jours pour le département d'État américain une grosse étude sur les conséquences économiques des premiers jours d'une guerre. Le résultat, c'est à peu près 2500 milliards de dollars de conséquences économiques et surtout un effondrement des marchés, etc. Avant même la question des sanctions. C'est la grande différence avec l'Ukraine. Les conséquences de la guerre en Ukraine, économiques, sont entre guillemets avant tout causées par les sanctions et la réponse à la guerre. Pas à la guerre en elle-même. Ce n'est pas l'effondrement de l'économie ukrainienne qui en soi a, par rapport à ce qui serait une guerre dans le détroit de Taïwan, des conséquences considérables. Donc des conséquences considérables. Après, il faut savoir que la Chine est de moins en moins dépendante des semi-conducteurs de Taïwan, de TSMC notamment, simplement parce que les sanctions américaines empêchent de nombreux producteurs taïwanais, tout comme néerlandais, alors sur d'autres briques technologiques des semi-conducteurs, de pouvoir exporter vers la Chine. Et donc l'objectif de la Chine, c'est d'avoir une autonomie de plus en plus grande. Ça a toujours été son objectif depuis des dizaines d'années. C'est extrêmement compliqué. Ça prend énormément de temps, mais c'est l'objectif. Encore une fois, juste pour conclure sur cette question de l'hypothèse d'un conflit, à très court terme, le risque est extrêmement faible. On n'a aucun signe concret d'une préparation chinoise. Sur le long terme, c'est différent, mais penser que le calcul chinois se ferait avant tout avec des considérations économiques serait une erreur. Tout comme penser que la Russie, en tout cas Vladimir Poutine, a pris des décisions avec la considération économique comme étant la considération majeure, était une erreur. La considération, elle sera politique. Évidemment, si la Chine considère, le régime considère, qu'envahir Taïwan risque d'entraîner un affaiblissement du régime, voire son effondrement, le parti n'ira pas. Et c'est en cela où ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui peut servir de leçon à la Chine, et on verra comment la guerre en Ukraine évolue. Mais le pire scénario pour la Chine en Ukraine, ce n'est pas une défaite militaire russe. Ce n'est pas un effondrement de l'économie russe. À la rigueur, ça présente même des intérêts. C'est un effondrement du régime russe. C'est-à-dire une invasion ratée qui en plus fragilise le régime. Et ça, c'est évidemment ce que les autorités chinoises suivent avec énormément d'intérêt dans la poursuite de la guerre. Alors, d'autres questions à Pessac? Oui, ici. Oui, bonsoir. Pensez-vous que nous, Européens, devons avoir peur de la Chine de Xi Jinping? Je ne dirais pas qu'il faut en avoir peur. Je dirais Alors, le président de la République a annoncé que c'était la fin de la naïveté sur la Chine au niveau européen. C'était l'expression qu'il utilisait souvent en 2019. Bon, ce qui est important, c'est qu'il y a une prise de conscience, côté français, des conséquences de l'émergence de la Chine. Aujourd'hui, la question n'est pas du tout d'arrêter du jour au lendemain de commercer avec la Chine, d'arrêter les coopérations avec la Chine et de faire la guerre à la Chine. Souvent, c'est un peu comme ça que le débat est résumé en disant « mais qu'est-ce que vous voulez, on ne va pas faire la guerre à la Chine ». Mais ce n'est pas le sujet. La question, c'est comment est-ce qu'on analyse les vulnérabilités qu'on peut avoir par rapport à la Chine,
et on essaye de les réduire. Comment est-ce qu'on essaye dans les chaînes de valeur, c'est-à-dire dans certaines importations d'équipements ou de biens qui sont considérés comme stratégiques, on est moins dépendant de la Chine. Comment est-ce qu'on diversifie, par exemple? Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique. Quand vous prenez les composants clés pour permettre la transition énergétique, pour les technologies vertes, quasiment 50% est produit en Chine. C'est ça la réalité. Donc il y a être moins dépendant de la Chine dans ce qui est stratégique. Il y a par exemple mieux surveiller certaines coopérations. Pendant des années, on a laissé des coopérations scientifiques avoir lieu, alors que la Chine utilisait ces coopérations pour capter des technologies, y compris des technologies duales. Et si je vous ai montré la photo du ministre de la Sécurité d'État, ce n'était pas une coïncidence. Et donc, au niveau de l'administration française, il y a une prise de conscience des enjeux, des risques, et une évolution, que ce soit au niveau de ce qu'on appelle le secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale, qui est notamment chargé de contrôle des exportations, de tout ce qui est sur les technologies duales, etc., au sein des services de renseignement, où les équipes sur la Chine sont considérablement renforcées ces dernières années, de faire mieux. Après, faire plus sur la Chine ou faire mieux vis-à-vis de la Chine, c'est compliqué parce qu'évidemment, le rapport de force est de plus en plus différent. Donc ce qu'on n'a pas réussi à faire vis-à-vis de la Chine il y a 10 ans, ça va être difficile de le faire maintenant. Il faut aussi en avoir conscience. Et deuxièmement, tout ça, ça nécessite d'avoir au sein de l'administration, au sein des entreprises, au sein de l'université, des gens qui travaillent sur la Chine. Et aujourd'hui, force est de constater que sur ces questions un peu politiques, stratégiques, vous avez très peu de gens. Moi, j'ai fait la première thèse à Sciences Po, par exemple, sur la politique étrangère de la Chine. Il n'y en avait pas eu auparavant. Il y avait une thèse sur la politique énergétique. C'est lié, c'est des questions internationales, mais pas proprement parlé sur la politique étrangère. Vous avez très peu de thèses en France qui sont faites sur ces questions de politique étrangère. Vous avez une école en France de sinologie sur les questions de société, sur les questions de culture, sur les questions historiques qui est excellente, mais sur les questions militaires, sur les questions de politique intérieure, sur les questions de politique étrangère, vous n'avez quasiment personne. Et ça, c'est un vrai problème français qui se pose moins dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple, vous avez un grand centre qui a été créé il y a des années, le MERIX, à Berlin, qui rassemble, par exemple, quasiment 35 chercheurs sur les questions contemporaines chinoises. C'est, grosso modo, pour faire simple, plus que l'ensemble des chercheurs français sur les mêmes questions répartis dans tous les think tanks et dans l'université française, dans le même centre de recherche. La Suède a créé, il y a 3 ans, un centre d'excellence sur la Chine, doté de 14 chercheurs qui, sur les questions contemporaines très politiques, travaillent. L'enjeu, ce n'est pas de dire qu'il faut arrêter de travailler sur la société chinoise, sur l'histoire de Chine et la culture chinoise, mais que sur des questions très contemporaines, qui vont permettre notamment de conseiller les décideurs politiques, de sensibiliser la classe politique, de conseiller les entreprises. Il est indispensable d'avoir cette expertise qu'on ne l'a pas encore en France, même s'il y a des gens qui sont très bons sur la Chine, qu'il faut construire. Et évidemment, il y a un décalage entre la prise de conscience de la nécessité d'avoir cette expertise et le temps qu'il faut pour former ces jeunes ou ces moins jeunes sur ces questions-là. Alors, une dernière question, puisqu'on est en train de dépasser le temps. Dernière question. Bonsoir. Je voudrais savoir si la Chine n'a pas la tentation de remettre en cause le dollar en tant que monnaie d'échange internationale. Alors, il y a évidemment une volonté de la Chine de dédollariser l'économie mondiale et de faire en sorte que le yuan soit une monnaie de plus en plus importante. Alors, progressivement, le yuan sera dans les paniers de réserve au niveau du FMI. Il y a une volonté de la Chine d'avoir des échanges bilatéraux qui ne se font pas forcément en dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des échanges de la Chine avec d'autres pays se fait encore en dollars. Une grande majorité, en réalité, des échanges mondiaux se fait en dollars. Et donc l'objectif de la Chine, c'est de dédollariser ces échanges. Faire en sorte, par exemple, qu'avec la Russie, ce soit en yuan ou en rouble. Qu'avec l'Arabie Saoudite, ce ne soit pas en dollars. C'était un des enjeux, d'ailleurs, de la visite de Xi Jinping dans la péninsule arabique il y a quelques semaines. Et donc, officiellement, la volonté, c'est de dédollariser, d'être moins dépendant aussi des institutions ou des process financiers bancaires occidentaux. Par exemple, faire en sorte que SWIFT,
Alors, vous avez vu les sanctions il y a un an vis-à-vis de la Russie, pour faire en sorte que les banques russes ne puissent plus accéder à SWIFT, qui permet les échanges et les transactions financières. La Chine, depuis des années, présente une alternative. Alors, elle ne convainc pas encore beaucoup, mais au fur et à mesure que l'économie chinoise sera importante, je vous le disais en introduction, à 18% de l'économie mondiale, évidemment, le yuan va avoir un rôle de plus en plus important. Et ça pose évidemment également des questions aux Occidentaux et plus largement aux Français et aux Européens. Comment est-ce que l'euro, qui reste encore à jour, une des monnaies de réserve importantes, la deuxième après le dollar, cela n'est pas forcément remis en cause par le yuan, etc. Mais évidemment, du côté chinois, il y a un objectif de dédollariser, et plus largement, de dé-américaniser, de désoccidentaliser ces échanges, les pratiques internationales, etc. Merci beaucoup, Antoine Bondaz. Merci à vous. Un grand merci.